Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Je vous reviens aujourd'hui avec un partage concernant le trouble de la personnalité évitante. Avez-vous rencontré quelqu'un qui prend énormément de temps à vous répondre, voire qui ne vous répond pas forcément systématiquement? Ou alors, êtes-vous amoureux ou amoureuse d'une personne qui ne peut pas vous offrir la présence à laquelle vous aspirez dans votre relation? Vous souffrez de mécompréhension de la personne que vous aimez, des chauds et des froids et des va-et-vient perpétuels qu'elle instigue dans votre relation. De plus en plus d'informations abondent et sont disponibles à propos du trouble de la personnalité évitante, mais qu'en est-il une fois que la personne se prend en charge et finit par avoir une personnalité qui n'est plus troublée? En somme, lorsque on rencontre ce genre de personnalité, que peut-on véritablement espérer en termes de relation avec elle? Alors, l'honnêteté voudrait que on précise que c'est une relation extrêmement souffrante, car sa structure risque de pulvériser tous vos repères relationnels. Mais encore, cette personne, sans le vouloir, va réveiller toutes vos blessures qui n'auront pas été soignées au préalable. Alors ici, mon propos visera à une meilleure compréhension de la personne évitante à travers des exemples pour vous faire comprendre à quel point elle ne fait pas exprès de fonctionner ainsi. Déjà, c'est plutôt rare un évitant qui parvient à s'identifier comme étant évitant. C'est plutôt rare de rencontrer quelqu'un qui viendrait en consultation et qui s'auto-proclamerait personnalité évitante. En général, ces personnes-là évitent justement le thérapeute et la thérapie puisqu'elles tentent par tous les moyens d'éviter les émotions négatives. Et donc, à plus forte raison, la relation et même l'amour, puisque ce sont les territoires où il peut se produire des émotions auxquelles on ne s'attendrait pas. Alors dans mon cas, j'ai été amenée à consulter un psychologue systémicien, non pas en raison de mon trouble de la personnalité évitante que je n'avais même pas remarqué, mais parce que j'étais complètement étouffée par ma mère et j'avais absolument besoin qu'on m'aide à mettre des limites. Et donc c'est dans un premier temps, grâce à la thérapie, que j'ai pu déconstruire tout mon fonctionnement et arriver à quelque chose de plus agréable. Je ne peux pas vraiment prétendre ne plus avoir ce trouble, puisque tout le fonctionnement est plus ou moins le même, si ce n'est que j'ai actuellement d'autres outils pour m'en sortir. Et c'est de cela que je vais vous parler dans ce podcast. Déjà, comme je vous le dis, sans cette thérapie, il me paraît impossible de pouvoir trouver des aménagements pour pouvoir vivre correctement ou être dans un certain bien-être avec soi-même sans aller voir le fond des choses et en recueillir une certaine conscience. Déjà, ce trouble est quasi invisible. La plupart des personnes qui en souffrent ne savent même pas qu'elles souffrent de ce trouble-là. Elles ressentent une différence et un décalage avec les autres qui ne fait qu'accentuer l'évitement, mais elles ne se disent pas typiquement qu'elles ont un problème. Et le problème, vous allez le comprendre, prend source à différents endroits, notamment la biologie de la personne dont il faut tenir compte, son histoire personnelle souvent douloureuse, et donc la façon dont elle va interpréter
les situations et dont elle va penser sa vie. Et donc, comme cela s'étale à différents endroits, eh bien, c'est l'ensemble de la personnalité qui est ainsi touché. Là où l'évitant semble inaccessible et incompréhensible pour le commun des mortels, je vous propose une métaphore. Imaginez que tout le monde aurait circulé sur une voie, une autoroute, et que l'évitant, dès le départ, aurait pris un chemin de traverse qui allait de façon biaisée vers une autre direction. Donc, il faut donc entrevoir que depuis le départ, il a un câblage quasi différent qu'il sera très difficile de moduler. Aller lui reprocher d'être chiant, lâche et dysfonctionnel n'y changera pas grand-chose. Alors ici, je parle bien du trouble de la personnalité évitante et non pas du type d'attachement évitant qui concerne une plus large population. Il y a quasi un quart de la population qui a un attachement évitant. Mais ici, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus spécifique et plus extrême aussi. Pour ce qui est de la prévalence du trouble de la personnalité évitante, on parle de 0,5 à 1% de la population générale et on peut même aller jusqu'à 2,4% dans certaines statistiques aux États-Unis. Les hommes et les femmes en sont touchés de façon égale. Je ne parle pas ici de la personne qui éviterait par exemple une caisse avec beaucoup de monde pour aller vers une caisse où il y aurait moins de monde. On est tous susceptibles d'avoir besoin d'éviter plus ou moins les autres et la foule. Donc ici, ce dont je vous parle, c'est quelque chose de sévère et de vraiment douloureux et pour la personne qui le vit et pour son entourage. Parmi les exemples que je peux vous citer de ma vie d'adulte, eh bien, il m'est arrivé d'avoir tellement peur de répondre à mes emails dans la partie de mon activité immobilière que je les ai laissés en plan pendant des mois et donc mes clients devenaient complètement dingues dans l'attente d'une réponse. Et plus le temps passait, plus mon blocage devenait énorme à tel point que je ne parvenais même plus à ouvrir mon ordinateur pour pouvoir faire face à la situation. Et pour autant, cela a démarré quasi à partir de rien du tout. C'est juste qu'un jour, je me suis mise à avoir peur de ce qu'il pouvait bien m'attendre en termes d'email. Et c'est là que la situation devient vraiment dramatique puisque, en fait, à partir de rien du tout, juste une pensée qui provoque une peur, eh bien, on engendre comme ça des situations qui prennent une tournure invraisemblable. Et croyant se mettre à l'abri en protection en n'allant surtout pas confronter la situation, eh bien, on aggrave la situation. Et donc, comment je me suis sortie de cette affaire-là? Eh bien, 2 ou 3 mois après le début de mon blocage, est arrivé un événement dramatique sur le plan international. Et donc, beaucoup de gens ont été traumatisés par cet événement. Et donc, c'est parce qu'en une fois, cet événement surgit dans la vie de tout le monde que j'arrive enfin à me réveiller, à devenir rationnel en me disant, mais on n'en a rien à cirer de ce que tu vas répondre dans tes emails. Il y a bien plus grave à l'extérieur. Ceci pour vous montrer à quel point lorsqu'on a une personnalité évitante, on peut se focaliser sur son ressenti négatif, au point qu'il faille un événement hors du commun pour pouvoir nous ramener sur terre. Ensuite, un deuxième facteur va me sortir de cette situation. Une de mes clientes, qui était quelqu'un que je respectais beaucoup, a réussi à trouver la brèche et à me parler d'une telle façon qui m'a rassurée et donc j'ai pu me remettre en route dans le bon sens. En gros, son message vocal me demandait tout simplement ce qui m'arrivait et elle parlait avec une voix tout à fait rassurante. Et donc, lorsque cela se produit, lorsqu'on vit un blocage et qu'on est adulte, je peux vous dire qu'on a l'air vraiment
très très con et pour autant on ne sait rien faire contre cela. Et le pire, c'est qu'à l'extérieur, les gens peuvent mal traduire notre comportement et nous prendre pour des gens suffisants, indifférents et froids. Mais ici, l'exemple que je vous partage démontre que l'affectif, la réassurance et la sécurité intérieure permet néanmoins de passer à travers ce problème. Alors, je vous donne encore un second exemple pour que vous compreniez bien que ce n'est pas juste une coquetterie. On ne se dit pas en tant que personne évitante, « Ah ben non, je ne veux pas répondre à cette personne-là, ça lui fera les pieds, elle aura qu'à réfléchir à son comportement. » Non, la plupart du temps, il s'agit plutôt d'une activité inconsciente pour fuir une sensation désagréable ou une émotion négative. Le besoin étant de se tenir à distance des émotions négatives et non pas forcément à distance de la personne qu'on aime. Pour bien vous faire comprendre cet environnement psychologique qui est plutôt un handicap, je me rappelle qu'il y a une année où je ne parvenais pas à établir mes factures pour me faire payer par mes clients parce que j'avais tellement peur de faire une erreur sur mes factures et que on me juge pour cela. Et donc, pendant 1 an, je n'ai pas produit de facture et donc je n'ai pas été payée. Et là où la situation s'est débloquée, c'est que une fois arrivé au mois de décembre, là j'avais tellement honte en me disant ben là c'est vraiment le dernier mois où je pourrais encore produire des factures de cette année-là parce que si je les produisais en janvier, là j'avais l'air vraiment l'air débile. Donc je me suis vraiment mis toute la pression pour pondre en une fois toutes mes factures. Et moi, pendant 1 an, j'ai dû aller faire des crédits à ma banque pour avoir de quoi vivre. Donc, c'est un calcul tout à fait idiot. Le jugement potentiel de mes clients m'angoissait beaucoup plus que de devoir remplir des dossiers pour obtenir un crédit. Vous comprenez donc que l'évitement est quelque chose d'extrême. Ce n'est pas quelque chose dont on a envie, qu'on choisit, mais on pressent que c'est une étape utile et nécessaire pour son autonomie et sa différenciation. L'évitant tend justement à sortir de la fusion et qui est plus de l'ordre d'un fonctionnement inconscient, un mécanisme généralisé. C'est une difficulté d'agir parce que la peur est plus forte que tout. La peur du jugement et du rejet qui finit par inhiber toute réflexion. Et bien sûr, le domaine dans lequel où cela apparaît le plus, c'est dans la vie amoureuse, dans la vie affective. Sans même véritablement m'en être rendu compte, durant toute ma vie affective, j'ai développé toute une série de stratégies pour ne surtout pas me retrouver trop souvent face à la personne que j'aimais. Cela ne parle pas de la force de mes sentiments, mais de la peur d'être étouffée. Toute cette activité-là, eh bien, pourquoi elle n'est pas consciente chez moi? Mais parce que je la pratique depuis que je suis née. C'est quasi mon mode de fonctionnement habituel. Avant de conscientiser, eh bien, je ne comprenais même pas ce qu'on me reprochait ou l'image qu'on me renvoyait. Et donc, des exemples comme ça où je me monte la tête avec des pensées négatives et des émotions négatives, où j'en sors pas pendant très longtemps, j'en ai plein. Mais maintenant, voyons ensemble quels sont les mécanismes qui sous-tendent ce trouble de la personnalité et comment en sortir. À l'heure où je vous parle, je n'ai plus vraiment l'impression d'avoir un trouble de la personnalité évitante parce que tout simplement je suis en conscience de ce qui se passe, de mes mécanismes, de mes pensées, de mes croyances, etc. Mais pour autant, l'activité intérieure reste en substance la même. Mon ressenti reste le même et mes pensées restent les mêmes. C'est juste que je décide de changer mon comportement. Je vous propose d'observer schématiquement comment cela se passe mécaniquement à l'intérieur d'une personne qui souffrirait d'un trouble de la personnalité évitante.
Donc tout en haut du schéma, vous voyez que la biologie, donc la façon dont on est fait génétiquement, et aussi le vécu, influencent fortement l'évitement. Ils vont générer des croyances qui sont tout à fait personnelles, donc chacun a ses propres croyances qui ne seront pas les mêmes que son voisin. Et lorsqu'une situation survient au cours d'une vie, eh bien, cette biologie, ce vécu et ces croyances vont influencer notre interprétation de la situation. Et en fonction de l'interprétation qu'on aura, eh bien, nous allons ressentir dans notre corps des émotions soit positives, soit négatives. Et ensuite, entreprendre une action en fonction de cette interprétation. Alors, imaginez dans la tête de quelqu'un d'évitant que ses croyances sont qu'elle est nulle. Quoi qu'elle fasse, elle sera nulle et donc la situation survient. Par exemple, son compagnon émet une critique. Son interprétation, c'est que ça y est, il ne l'aime plus. Et donc cela va générer des émotions pas très agréables, de stress, qui vont engendrer une action qui est la fuite. Donc chez l'évitant, la réaction c'est la fuite. Et c'est ainsi qu'elle se sabote dans sa relation, donc en ne réagissant plus, ce qui va réappuyer encore un coup sur ses croyances qui étaient qu'elle était nulle. Et donc vous voyez en rouge un cercle vicieux qui se met en place, qui n'aide pas à sortir de ce trouble de la personnalité. Alors ici, j'ai appelé mon tableau trouble de la personnalité car il fonctionne sur tout autre trouble. Par exemple, on reprend la même situation. B ne réagissant pas instantanément au message de A, eh bien A pourrait l'interpréter de façon anxieuse, comme si B ne l'aimait plus. Et donc va y réagir en collant encore plus B. Et donc, quel que soit le trouble de la personnalité en question, on comprend grâce à ce schéma que lorsqu'une situation survient, eh bien, nous avons vraiment intérêt à tenter par tous les moyens de trouver une interprétation la plus réaliste possible. Et pour cela, eh bien, il va falloir gérer nos émotions. Et donc, c'est vraiment à travers les différents niveaux qu'on va apprendre à ne plus se saboter. Je vous avais dit que j'avais pu changer mon comportement pour pouvoir apaiser ce trouble de la personnalité évitante, mais en réalité, pour être tout à fait objective, c'est pas seulement au niveau de mes actions que cela a changé, mais c'est à tous les niveaux. Donc ma biologie et mon vécu, je ne peux pas y faire grand-chose. En revanche, mes croyances, je peux agir dessus et cela va me permettre d'avoir des interprétations beaucoup plus réalistes et justes quand une situation inquiétante survient. Et donc, mes émotions seront beaucoup moins exacerbées. Et ensuite, cela me permettra d'agir de façon ajustée et ne plus me saboter. Et donc, aller vers la résilience. Alors, il y a une chose importante que j'avais déjà citée dans mon podcast précédent à propos de la personnalité évitante, c'est que c'est essentiellement grâce à l'entraînement et donc dans le relationnel, à travers toutes les relations, mais surtout avec mon compagnon, que j'ai pu petit à petit me rééduquer psychologiquement. Et donc, je suis partisane du fait que chacun se responsabilise par rapport à son histoire, à son ressenti et à ses interprétations. Et bien sûr, c'est dans l'exercice en direct, dans la vraie vie, dans le relationnel, qu'on peut petit à petit cheminer. Et c'est pour cela que ça prend tellement de temps pour une personne
qui est évitante, ça peut prendre vraiment beaucoup d'années, mais c'est à travers cet entraînement-là que les choses peuvent aboutir à une différence. Alors, c'est quoi concrètement la différence pour moi actuellement? Je sais très bien que mon trip, c'est de fuir, donc dès que quelque chose survient et que j'ai envie de fuir, eh bien, je ne le fais plus. Et bien sûr, pour cela, il faut avoir la conscience de son mécanisme. On ne peut pas changer sans une prise de conscience. Et cela est arrivé grâce à des indices, des petits signes où je me suis posé des questions sur moi-même. Par exemple, chaque fois que je quittais quelqu'un, je me sentais super apaisée après. Et cela, eh bien, je l'ai quand même trouvé vachement curieux. Donc maintenant, quand une situation survient, même si je ressens de la peur ou une émotion négative, eh bien, je reste dedans, je parle, je communique avec mon interlocuteur ou mes interlocuteurs. Et finalement, à force de répétition, eh bien, je peux entreprendre le process de plus en plus rapidement et de façon de plus en plus souple. Donc, dès qu'une situation surgit, mon interprétation va être plus réaliste qu'avant. Donc, voilà comment, avec beaucoup de patience, on peut espérer pouvoir moduler un tant soit peu sa personnalité quand elle est évitante. Ce n'est pas de la magie, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est quelque chose qu'on fait, mais vraiment petit à petit, tous les jours un petit peu, mais qui, au bout du compte, peut porter ses fruits. Ce sont beaucoup d'années d'observation et d'analyse de soi-même et aussi d'apprentissage à se parler avec bienveillance et amour. Et donc, aller au fond de soi, trouver la voie qui représenterait notre adulte intérieur qui pourra alors sécuriser l'enfant en nous qui a peur. Alors, lorsqu'on est le partenaire ou la partenaire d'une personne évitante, eh bien, comment peut-on l'accompagner dans cette prise de conscience? Déjà, la première chose, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est. Donc, justement, la personnalité évitante redoute la critique et le rejet, mais que je sache, personne n'apprécie qu'on vienne lui dire qu'elle a intérêt à changer. Au cours de ma vie, il y a certaines personnes avec lesquelles je ne souhaite plus renouer, et c'était chaque fois des personnes qui se sont adressées à moi en mode « je vais te dire ce qui déconne chez toi ». Ce n'est pas que ce soit impossible de recevoir la critique. Pour certains évitants, eh bien oui, clairement, c'est impossible de recevoir la critique. Mais dans mon cas, c'était vraiment la façon dont cela a été présenté que j'ai trouvé ultra violente. En dehors de ça, eh bien, j'ai déjà eu d'autres personnes qui m'ont formulé des critiques, mais de façon tout à fait constructive et pas du tout violente. Très honnêtement, moi je ne comprends pas le discours « je vais te dire ce qui déconne chez toi » puisque chacun il est comme il est. Ce qui peut présenter un frottement, c'est la relation qui mérite véritablement d'être investie pour qu'elle soit plus qualitative plutôt que de faire la liste des défauts de quelqu'un. De toutes les relations de couple que j'ai vécues auparavant, avant mon compagnon actuel, eh bien, ça a toujours été une communication en mode « je vais te dire ce qui déconne chez toi ». Et donc ici, c'est la première fois de ma vie que j'ai face à moi quelqu'un qui me dit « ben non, tu es juste qui tu es et c'est très bien comme ça ». Et c'est vraiment à partir de ce discours-là, ce discours d'amour-là, que les choses ont pu aussi se décanter et aussi j'ai pu commencer à m'exercer et ne plus rentrer dans les mêmes rouages dans lesquels je tournais en boucle dans un cercle vicieux duquel je ne parvenais pas à sortir. Donc voilà, moi j'enregistre ce podcast pour que vous puissiez avoir
un aperçu plus large de la personnalité de la personne que vous aimez, parce que c'est souvent très mal compris, surtout si on interprète les agissements d'une personnalité évitante sans tenir compte des fondements de sa personnalité. Justement, on peut sacrément se tromper à son sujet, mal la juger, en souffrir et aussi développer de la colère. Quelqu'un qui a un trouble de la personnalité évitante, eh bien, va surtout vouloir éviter de vous faire souffrir, et donc elle risque d'autant plus de vous fuir, sachant qu'elle vous fait souffrir. Et donc, pour pouvoir accompagner ce type de personnalité, il faut dans un premier temps se sécuriser soi-même. Ce n'est qu'une fois que vos blessures seront cicatrisées et apaisées que vous pourriez accompagner la personne que vous aimez qui a un trouble de la personnalité. Donc, c'est forcément la personne qui se sécurise en premier qui peut alors, dans un second temps, amener l'autre personne à se sécuriser à son tour. Et donc, il y en a forcément un qui est à l'initiative du travail et de la prise de conscience. Sans quoi, on sera souvent tenté d'aller regarder l'autre depuis un endroit qui est blessé en soi. Et donc, à partir de lunettes blessées, de lunettes avec un filtre qui est celui de notre matériel traumatique. Pour la personne évitante, il faut vraiment beaucoup de patience avec soi-même pour prendre conscience de ces schémas et de s'extraire donc de cette boucle infernale de fuite permanente. Je ne peux même pas vous dire que si on m'avait montré ce schéma-là auparavant, j'aurais conscientisé quelque chose. Et donc, malgré toutes les années d'analyse, de décortiquage avec mon psychologue, c'est vraiment lorsque je rencontre mon compagnon en 2019 que j'arrive à prendre conscience petit à petit de tout cela. Et c'est cela que je trouve le plus magnifique en amour. C'est que au cours d'une incarnation, on n'a pas forcément la chance tous d'avoir eu des figures d'attachement sécures. Et à cause de cela, on se construit tant bien que mal avec une personnalité qui sera parfois tout à fait inadaptée aux situations relationnelles. Mais un jour, on rencontre sur notre chemin quelqu'un qui va totalement transformer notre schéma intérieur. Et c'est vraiment pour témoigner, pour rendre compte de cette possibilité-là que je continue à vous partager mes expériences. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à me le témoigner par un like ou à me laisser vos commentaires. Je vous remercie de votre écoute et vous envoie tous mes encouragements, car il faut une réserve infinie de patience et d'amour dans ce genre de relation, et je sais que vous n'en manquez pas. Ensuite, je me permets de vous rappeler cette question centrale lorsqu'on est en présence d'un partenaire évitant. Avant de vouloir qu'il change, ce serait de se questionner soi pour comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce que cette relation permet de rejouer de sa propre histoire. En répondant à ces questions, vous allez trouver un espace de liberté pour vous qu'il vous semblait ne pas avoir au départ dans ce type de lien. Prenez grand soin de vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.